Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. CHAN 2021 au Cameroun, ça ne bouge pas beaucoup au niveau de l'affichage. C'est l'observation qui a été faite à Yaoundé, dans les principales artères de la cité capitale. Pas d'affichage, encore moins de banderoles ou autres activités permettant aux Camerounais déjà de voir la fièvre monter à quelques jours de cette compétition. D'aucuns espèrent que d'ici mercredi ou jeudi, les choses pourraient bouger. Ils déplorent cette lenteur dans les préparatifs de cette compétition très attendue par les Camerounais. Début d'année dans le sang, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Un pic de violence meurtrière observé ces derniers jours avec cette nouvelle venue de l'arrondissement de Mouyouka dans la région du sud-ouest, là où il y a eu un massacre de civils. L'armée camerounaise engagée dans un raid préventif ne reconnaît pas son implication dans ce massacre et dénonce plutôt une manipulation grotesque de la part des groupes armés séparatistes. Néanmoins, le haut commandement militaire a instruit l'ouverture d'une enquête pour voir clair dans cette affaire et une personnalité du sud-ouest, Maître Akbor Congo, fait état de ce que au moins 8 civils ont été tués durant ces événements, mais nulle part il n'identifie les auteurs lors de ces affrontements et accrochages qui ont eu lieu entre les forces de défense et des groupes armés séparatistes dans la région du sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite également une bonne soirée. Rendez-vous demain. 20h. Demain, 20h, madame, monsieur. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Bruno Tengan, docteur Étoile, docteur Dalvaris Goudjou, docteur Charles Gafongan, voilà. Et bien évidemment, docteur Nokam et docteur Tapa qui nous attendent du côté et de la France et des États-Unis. Docteur Dalvaris Goudjou, comme je l'ai dit, un mois de janvier particulièrement sanglant dans le cadre de la crise de nos zones. Justement, particulièrement sanglant, Serge Alain. Et la particularité, c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a un glissement. On cible les couches les plus faibles de la population qui ne sont même pas en même de se défendre, notamment les femmes et les enfants. C'est pourquoi pour moi j'ai toujours dit que jusqu'à présent, peut-être il faudrait, ça peut paraître dur, mais il faudrait peut-être que le haut commandement pense, parce que jusqu'à présent, le haut commandement militaire applique la stratégie de la défensive. Jusqu'à présent, on n'est pas encore dans la phase offensive, puisqu'on estime qu'en face, ce sont nos frères. Mais maintenant, moi je pense que ce sont nos frères, mais il y a des mouvements qui, à mon avis, pratiquent le crime organisé et le grand banditisme. Puisque quand vous prenez des gens en otage, parce que vous demandez de l'argent, si l'on a regardé les éléments qui ont fuité au niveau de l'enquête, par exemple, lors du dernier massacre à Kumba, il se disait que des gens auraient demandé une somme d'argent à la promotrice de l'établissement qui n'avait pas donné, et vous venez massacrer les enfants de gens qui ne vous ont rien demandé, qui ne demandent qu'à aller à l'école. Là, ce n'est pas une revendication politique. Ça, c'est du crime organisé. Ça, c'est du banditisme organisé. Et face au banditisme organisé, c'est important qu'il puisse avoir une réponse. Et donc, les responsabilités de l'État, c'est de sécuriser les biens et les personnes. Et en ce moment-là, l'État devrait prendre ses responsabilités, à mon avis, pas seulement rester au niveau de la défensive, mais aussi regarder les aspects de l'offensive. Puisque dans tous les cas, s'il faudrait vraiment implémenter une vraie stratégie offensive, je suis convaincu que ces personnes vont être déroutées. Mais maintenant, si on reste toujours à la défensive, je suis convaincu que peut-être dans les mois à venir, nous allons encore être ici en train de faire un débat parce qu'on aurait massacré les femmes et les enfants et que tout le monde aurait dit, je ne sais pas qui l'a fait. Mais toujours est-il que c'est quand même les enfants des gens. Nous allons faire le débat, nous allons rentrer chez nous. Mais c'est une maman qui dort sans ses enfants. C'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui perd sa maman, qui perd son papa, etc., etc. Ce sont des traumatismes à vie. Au-delà de ça, de l'aspect économique, nous connaissons des gens qui désertent les villages, qui désertent leurs maisons. Les maisons, nous avons vu dans les images de vos collaborateurs, des villages qui sont incendiés, des écoles qui sont brûlées.
les hôpitaux qui sont détruits. Mais tout cela mène à quoi? Est-ce que c'est vraiment une revendication, ça? Moi, je pense que cela traverse de plus en plus les bornes et je pense que le haut commandement devait prendre les dispositions pour sécuriser les biens et les personnes. Ok. Charles Ngafonga, votre regard sur ce qui se passe depuis le 1er janvier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. Beaucoup de sang coule depuis le début de l'année. Je crois qu'une fois de plus, ces groupes sécessionnistes-là poussent un peu le bouchon beaucoup plus loin. Donc je serais d'accord ici avec le docteur Davaris qui pense qu'il faut que l'État prenne véritablement ses responsabilités. Car à côté de l'État, il y a aussi les Camerounais, les hommes politiques qui de plus en plus se délectent du sang, se comportent comme des véritables charognards. C'est-à-dire que quand il y a des actes comme ça, au lieu de dénoncer ces actes, parce qu'il est inacceptable, pour quelque raison que ce soit, des gens prennent les armes, font tuer les Camerounais, les enfants et tout le reste, contre la République. Quelles que soient les raisons, quelles que soient les motivations, il est temps que nous dénonçons cela. Quand on les trouve sur les circonstances atténuantes, vous savez, des hommes politiques qui les trouvent sur atténuantes, j'ai envie de croire que si le Cameroun tout entier, si nous dénoncions cette barbarie, si nous disons à ces frères-là que, oui, vous avez des bonnes raisons de vous plaindre, mais ce n'est pas par cette voie-là. Là, je crois que les choses pourraient bouger. J'ai suivi le chef Sekoundiou qui parlait d'une union sacrée de tous les hommes politiques, oui. Et qu'en 2021, quelque chose pourrait se passer au Cameroun. Sauf que pour lui, il a dit que c'est Dieu qui pourrait être derrière ce qui pourrait arriver. Moi, je ne crois pas trop au messianisme révolutionnaire. Je crois que c'est l'action révolutionnaire. Donc, si tous les Camerounais se mettent ensemble, s'ils le veulent, on pourra véritablement faire bouger les lignes. Et comme l'a si bien dit le docteur Davary ici, il faut vraiment que la main monte d'un cran, car les populations aujourd'hui ne sont pas d'accord avec ces sionistes. Donc les populations sont même prêtes à aider la main si tant est qu'elle le veut. Donc vous êtes pour une solution militaire? Ah oui, mais écoutez, aujourd'hui, quand on passe sur militaire, c'est un peu comme si vous avez deux groupes qui s'enfoncent. On vous a dit que ce sont des bandits. Ça, c'est des groupes organisés, c'est des bandits. Je sais très bien de quoi je parle. Moi, je suis originaire de cette partie du pays. Donc, je sais de quoi je parle. Nous avons des frères là-bas qui vivent le martyre. Vous avez des jeunes frères qui sont transformés en amazoniens, qui rendent la vie dure à leurs frères au village. C'est des règlements de compte. C'est des gens qui veulent s'enrichir, des gens qui n'ont pu rien faire de leur vie par le passé et qui veulent prendre leur revanche sur ceux qui se battaient. Par exemple, moi, je vous dire, je suis persona non grata. Donc, pour moi, je vois que j'ai un cousin qui me dit hier que quand il me regarde, il dit celui-ci, the way we can chop him. Donc, que la manière qu'il peut me découper, souvent quand il me regarde, il m'a rappelé cela hier, que vous, comme ça, qui peut, pour eux, vous êtes, ils ont dit que vous êtes vraiment la chair qu'on aimerait bien dévorer là-bas. Simplement pourquoi? Parce qu'on vous accuse de travailler pour la République ou de passer sur les médias. Donc, c'est les règlements de compte. C'est pas forcément parce que j'ai un problème personnel avec ces gens-là. Donc, je pense que les populations ne sont pas d'accord. Et si on s'appuie sur ces populations-là, elles peuvent vraiment être d'une grande importance pour mettre fin à cette guerre-là. Docteur Tenga, ça fait bientôt 4 ans que ça dure. Le sang continue de couler. Hein. Il y a eu le dialogue national. Vous, le médecin, quelle thérapeutique il faut administrer là, pour dans le cas de la crise de Nord-Ouest et Sud-Ouest? C'est extrêmement triste pour l'ensemble des gens, mais mon avis personnel, qui n'est qu'un tout petit avis de médecin, c'est que je pense que la guerre, la violence, personne ne gagnera. Je pense qu'il faut en parler, il faut discuter, il faut trouver des solutions, parce que je veux dire, Cédric tout à l'heure disait que le commandement de l'armée a initié une enquête, on verra bien. Mais ceci dit, je suis quasiment convaincu que tant que des bonnes volontés ne s'asseyent pas pour essayer de résoudre ce conflit, il y a eu un conflit, je ne sais plus, en Colombie qui a duré des trentaines, plus de 30 ou 40 ans. Une fois que les deux camps, entre guillemets, ont décidé de s'asseoir et de parler, ben on a trouvé une solution, même si elle est bancale, mais au moins des gens sont sortis de la brousse et puis le pays commence à fonctionner. Je pense que la solution militaire, je ne suis pas certain que ce soit l'unique solution. Voilà. Docteur, et toi, quel médicament pour le nord-ouest et le sud-ouest? Disons que il y a plusieurs aspects. Il y a déjà de médecins, évidemment, nous déplorons toutes ces pertes en vie humaine, ces blessés qui se comptent par dizaines. Donc, et il y a un aspect qui n'est pas toujours très évoqué, qui est celui de la santé mentale. La santé mentale, ça veut dire que déjà le soutien psychologique aux blessés, aux militaires.
Je ne sais pas. Vous oubliez les populations elles-mêmes? Je vais y arriver. Voilà, oui, ok. c'est-à-dire qu'aux blessés, aux militaires, Oui. aux populations, quand il y a un massacre comme ça, il faut des cellules de crise, il faut des cellules psychologiques. Parce qu'on pense toujours, même les militaires sont des personnes faites sont pas des personnes en fer, Oui, ce sont oui. également des personnes Faites de chair. Ce sont des personnes faites de chair avec des émotions. Oui. Donc quand il y a des chocs comme ça, même elles doivent être soutenues, les victimes doivent être soutenues, la population doit être soutenue. Donc il y a un gros aspect de soutien, de santé mentale qu'il faut mettre en jeu. Donc on en appelle évidemment aux experts en santé mentale, aux autorités, de pouvoir, en plus de toutes les autres solutions qui sont déjà mises en place, d'ajouter de la santé mentale. Maintenant, de mon avis sur la crise, je pense que il ne faut jamais s'arrêter. En plus, il n'y a pas qu'une seule solution, je ne pense pas. C'est un conglomérat de solutions qui sont civiles, militaires, et il ne faut pas s'arrêter parce que quand on voit tous les grands conflits dans le monde, je crois que ça ne s'est pas arrêté à une seule séance de dialogue. Là, j'entends toujours dire le grand dialogue, qu'est-ce que ça produit? Je vois le conflit palestinien, il y a déjà eu, je sais pas, une centaine de rencontres, l'accord de Camp David, l'accord de Sissi, l'accord d'Oslo, il y a énormément eu d'accords. Tous les conflits, que ce soit, je crois, le Sahara occidental, c'est jamais terminé, Le Maroc. Au Maroc. Donc, il faut une succession de rencontres, de dialogues. Donc, il n'y a pas, on ne s'arrête pas, c'est pas une solution magique où on dialogue, après tout le monde rentre. C'est une démarche itérative. C'est-à-dire, on commence, on continue, on revient derrière, on continue, on revient derrière. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas avoir honte de recommencer, il ne faut pas avoir honte de s'asseoir, de continuer à discuter, tout en procédant, en continuant à maintenir l'intégrité territoriale du pays. Voilà, on va prendre également les avis de nos compatriotes. D'abord, Dr Nokam, en France, à Deauville, plus précisément, Dr Nokam. La guerre, le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, il dure, mais le mois de janvier, comme beaucoup l'ont relevé, est particulièrement sanglant. Quel est le médicament pour vous, ce que vous pouvez prescrire? J'ai un médicament miracle qui est la paix. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on essaie de trouver entre frères et sœurs, parce que nous sommes tous les enfants du Cameroun, une solution pour que cette guerre s'arrête. Parce qu'on voit tous les jours les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, des enfants égorgés, des femmes égorgées. C'est triste et ça nous fait honte pour notre pays, nous qui sommes ici, et quand les gens d'autres nationalités nous en parlent, on ne sait pas trop comment répondre. Donc il faudrait vraiment qu'une fois pour toutes, nous Camerounais, les Camerounais, que nous asseyons tous ensemble pour résoudre ce problème, parce que bon, ce n'est pas la peine de savoir qui a raison, qui a tort, mais il faut vraiment qu'on règle. Mais voilà, c'est très complexe. Comme je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, ni de la politique, mais il faut qu'on trouve des solutions. Il y a des gens crédibles dans notre pays, il y a des gens qu'on respecte. On peut s'appuyer sur ces gens-là pour trouver une solution. Les gens qui connaissent mieux ces situations. Mais bon, mon remède, c'est de créer la paix et de savoir que nous sommes tous les enfants d'une même personne, d'un Dieu. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. C'est dommage qu'on se déchire comme ça entre nous. Voilà, docteur Tapa, vous également, qu'est-ce que vous préconisez pour que les choses aillent en s'améliorant, il faut le dire comme ça, au niveau du nord-ouest et le sud-ouest, Cameroun? Oui, Serge Alain, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais quand on dit qu'on perd des vies humaines, ça interpelle tout le monde et c'est une situation pas agréable du tout. Le constat que je vais faire, c'est que depuis un certain nombre d'années, on parle des approches de solutions, des négociations. Le constat est clair, ça ne s'arrête pas, on continue à aller vers la mauvaise direction. Ce que je recommanderais, c'est d'essayer autre chose, notamment déposer les armes. Et que l'autorité, au public qui a le pouvoir de le faire, demande qu'on dépose les armes. Au moins cette étape, les gens ne négocient pas dans les armes, on ne négocie pas dans les tueries. Moi, je pense que c'est une étape indispensable que les deux parties déposent les armes et qu'on commence enfin les négociations.
Et si on veut négocier, il faut se débarrasser des préjugés. Si vous considérez quelqu'un comme un bandit, il va se considérer comme un bandit tout le temps. Mais à un moment donné, il faut peut-être l'écouter pour voir s'il n'a pas quelque chose qu'on peut prendre. On ne connaît pas tout, ni d'un côté comme de l'autre. On est obligé de s'asseoir pour discuter à un moment donné. Il n'est jamais trop tard et je pense que le pas à faire ici, c'est de déposer les armes. Il y a une seule autorité qui est capable de le faire d'un coup de main. Et à partir de là, on peut alléger les discussions avec des principaux concernés. Donc, on ne peut pas dire plus que ça. Ok, merci. Bon, voilà, le CHAN, c'est dans 5 jours. Vous avez suivi les Camerounais dans le journal yaoundéen, dans le journal de Cédric Noufélé. Ils disent qu'ils ne sentent pas la température véritablement montée. C'est quoi? C'est toujours Covid? Pas forcément. On accusait Covid, 2020, tout c'était Covid. Pas forcément, et ça c'est le paradoxe du Cameroun. Le Cameroun on ne communique pas assez sur cette... On se dit que tout le monde est au courant que samedi... Je pense que c'est plus que cela. Puisque le Cameroun est l'un des pays en Afrique qui a le plus de support de communication. Oui. On a plus de 200 chaînes de télé, pratiquement au Cameroun. Il y en a plein là. Mais comment se fait-il que ce soit les membres du comité d'organisation, le COCAN, que ce soit l'autorité des tutelles, pourquoi ne pas approcher les médias? Si vous avez de l'information, allez, il y a des possibilités. Nous sommes un pays qui a plus de 10 000 entreprises. C'est même une opportunité pour les entreprises de se faire connaître. Et c'est une stratégie qui a été proposée à ces entreprises de mieux se faire connaître, même au niveau des barrières. Ils sont prêts à le financer parfois. Si vous dites, vous pouvez mettre votre logo ici, là, vous communiquez à propos de ça, c'est pas quoi. Généralement, ça passe. C'est ce qu'on fait dans des pays. C'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Mais si tout le monde croise les bras, on se dit que tout va se faire. Et c'est ça le grand paradoxe, que nous avons dépensé beaucoup de milliards pour ces stades-là, mais il faut bien les rentrer. Pour qu'ils puissent avoir des rentrées, il faut communiquer. Il faudrait qu'une entreprise qui est dans un coin, au sud-ouest par exemple, qui a les difficultés économiques liées à la sécurité, se dit que si je me déplace, que je migre à Douala, à Yaoundé, ou à Limbe, et que je communique, je pourrais toujours continuer à vendre mes produits. Mais pour cela, il faut l'inciter à cela. Je tends la pêche vers un de vos éléments tout à l'heure. Nous avons vu par exemple, lié à l'actualité à l'Est du Cameroun, avec les 150 Chinois qui sont rentrés au Cameroun et que l'État les assiste plus même que les Camerounais qui sont en difficulté. Mais quand les médias privés s'approchent pour pouvoir couvrir l'événement, on leur dit vous n'avez rien à voir. Mais si vous les reculez, vous les mettez de côté, ce n'est pas bien. Surtout que nous avons un événement important qui est en train d'arriver. C'est très important que dans la stratégie de communication, que l'on puisse impliquer les supports médiatiques privés. Si tout le monde reste de son côté, je suis convaincu que nous allons beaucoup dépenser. Et tout le monde le sait, mais la communication a un impact important dans nos décisions d'achat. C'est-à-dire, il y a des actes d'achat que vous n'effectuez dans un supermarché parce que vous avez vu une banderole, parce qu'il y a une hôtesse qui vous incite à dire, monsieur, s'il vous plaît, venir, il y a une promotion ici, là. Si on ne le fait pas, chacun va rester chez soi. Et les gens qui ont imprimé des maillots, les gens qui ont acheté les maillots, et les gens même qui ont acheté les espaces de communication sur les sports médiatiques ne vont peut-être plus payer les factures après, puisqu'en fait, quand vous achetez un espace pour communiquer, il faut bien rentabiliser cela. Mais si après vous n'avez pas rentabilisé cela, vous avez du mal à payer les factures. Je pense que le COCAN, le ministère des tutelles devrait revoir sa stratégie. C'est extrêmement bon. Cela ne ressent pas, on ne se ressent pas que d'ici quelques jours, on a un grand événement continental qui va se dérouler. C'est votre sentiment également, Charles? Non, moi je pense que les médias font le travail. Si vous faites le tour des relations, vous allez voir que les gens ont aménagé des plages, des espaces, des plages spéciales vraiment pour cette chaîne-là. Donc ici, ce qui faisait problème, c'était la communication gouvernementale, notamment la communication grand public à travers l'affichage. Et si on se rend compte que c'est le même comité, c'est le COCAN, le comité d'organisation de la CAN qui gère également le CHAN. Et on sait qu'à un moment, ce comité a dépensé beaucoup d'argent dans l'affichage. Surtout, il y avait un message prière le jour dit, a suffisamment dépensé pour communiquer sur l'affichage, au niveau de l'affichage, mais que la communication n'a pas eu lieu. Donc j'ai envie de croire ici que sûrement que le budget qui a été imparti, notamment pour le CHAN, en ce qui concerne la communication grand public à travers l'affichage, est épuisé. Car rien ne peut justifier cela. C'est tant que ce budget, il est là. Donc, sûrement que dans ce budget-là, tel qu'on l'avait organisé, ce qui était imparti pour la communication au niveau du grand public, l'affichage est sûrement dépassé. C'est ce qui peut justifier cela. Car est-ce que vous pourriez donc garder cet argent, si tant est que cela est destiné à ce type de communication-là, pour l'investir ailleurs? Docteur Tengan, vous êtes au courant que ça commence samedi, non, docteur? Vous n'avez pas besoin d'affichage? Je vais certainement vous décevoir tous. Comment ça? Je suis au courant de rien. Je ne savais pas qu'il y avait... Docteur Tengan, merci. Je ne savais pas qu'il y avait une compétition de football au Cameroun. Vraiment, je suis désolé, je savais pas. La photo Covid, je savais que ça parlait d'un truc, mais de la CAN, oui, ça je sais que oui, mais
La CAN, c'est en quelle année, docteur? Je crois que c'est cette année, non? Ou l'année prochaine, je sais plus. Ouais, Docteur, franchement, merci beaucoup. Docteur, toi, vous êtes quand même, ça commence samedi, non? Je suis parfaitement au courant. Oui. Bon, je sais que pour penser qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment le facteur Covid qui joue. Je pense également qu'il y a la perception d'une compétition inférieure. Le ça n'intéresse pas beaucoup. Par exemple, il n'y a pas de tête de gondole, il n'y a pas une star, des stars attendues. Comme les Samuel Eto'o et tout ça, les Coq et tout. Donc, je pense que. Mais à titre personnel, j'irai à l'ouverture du Cameroun-Zimbabwe. Oui, je ne peux pas. Un spectateur je serai au stade d'Amadou Ahidjo. Et j'invite tout le public à. Voilà. Massivement. Il va nous en dire davantage, Sylvestre Hippolyte Zangaou, parce qu'il est déjà là. Bonsoir. Sylvestre, au menu de 100% foot tout à l'heure. Bonsoir Serge Alain, 100% foot parlera essentiellement du championnat d'Afrique des Nations ce soir. À 5 jours du coup d'envoi de la compétition, les joueurs de l'équipe nationale de football après du Cameroun ne savent pas ce qu'ils vont percevoir en termes de primes et autres durant cette compétition. Pourtant, un décret du président de la République signé en 2014 fixe l'organisation de tout cela. C'est depuis 6 mois en fait que les débats autour de cette affaire de discussion des primes que les joueurs vont percevoir pour prendre part au CHAN devaient être ouverts. Mais jusqu'à ce jour, aucun des joueurs dans la tanière ne sait encore ce qu'il va percevoir. Alors, est-ce que cela peut expliquer les contre-performances qu'enchaîne cette équipe dans sa phase de préparation? On essaie de faire le décryptage, l'analyse dans cette édition de 100% foot avec des techniciens de football qualifiés pour nous faire savoir si le Cameroun a des chances de remporter pour la première fois ce trophée continental. 5 pays qui doivent prendre part à la compétition sont déjà au Cameroun, la Libye, la Zambie, l'Ouganda, le Niger qui sont effectivement dans nos murs. D'autres délégations sont attendues à partir de mardi, notamment les 8 équipes qui doivent résider dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Donc l'adversaire du Cameroun n'est pas encore là, Sylvestre Hippolyte Zangaou. L'un des adversaires du Cameroun est déjà là. Il s'agit du Burkina Faso. Le Zimbabwe attendu au Cameroun à partir de mercredi pour jouer donc samedi en ouverture de ce championnat d'Afrique des Nations. Et pour le docteur Tengan, peut-être sera aussi l'occasion pour lui de prendre corps avec cet événement sportif qui est quand même majeur qu'organise le Cameroun pour le continent africain. Les billets sont en vente depuis ce lundi dans les stations Total à travers le Cameroun, dans les délégations régionales de sport, Camtel, etc. Donc, depuis ce lundi, à partir de 1000 francs CFA pour les stades de la réunification de Douala, Limbé et puis Omnisport à Yaoundé, et 1500 francs CFA jusqu'à 50 000 francs CFA du côté de Japoma. 50 000 francs CFA, merci Sylvestre Hippolyte. Pour les VVIP. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangaou, avant de partir, comment ça va se passer au stade pour les spectateurs? Alors, on parlait au début des tests Covid qu'il fallait présenter. Comment ça va se passer? Le président de la commission médicale du championnat d'Afrique des Nations s'est exprimé sur Equinox. Et nous l'écouterons d'ailleurs encore tout à l'heure dans 100% foot. Il fait savoir que l'accès au stade n'est pas du tout conditionné par la présentation du résultat d'un test de Covid. Un dispositif spécial a tout de même été mis en place pour un stade comme Japoma qui totalise 50 000 places assises. Seulement 25% seront disponibles pour le public. Une distance de 2 mètres au moins entre les différents supporters dans les tribunes. 2 mètres entre les supporters, Sylvestre? Au moins. 2 mètres. Ok. Et les couples alors, comment ils vont faire? Comment ça va se passer? Ils vont se désunir une fois au stade et ils vont se réunir à la sortie du stade. Merci, c'est Sylvestre Hippolyte Zangaou. Merci Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dans un instant, ce sera donc 100% foot après cette édition Equinox. On va remercier le docteur Nokam qui était à Deauville en France. On va également dire merci docteur Tapa Austin aux États-Unis. Merci docteur Tengan d'être venu. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Vous nous avez sorti un chiffre là pour les malades. J'espère que demain ce ne sera pas la même chose. Mais on verra bien. On verra bien. Merci Charles Gafongan. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie aussi. Merci docteur Edouard. Merci docteur Dalvaris Koutou. C'est moi. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir. Bonanjo. Petit Ndungé.